Je m'appelle Ethan, et je fais partie de ce qui reste de l'humanité. Nous sommes une poignée de scientifiques, de gardiens et de survivants déterminés à trouver un remède pour sauver notre espèce. Je n'ai jamais voulu être un héros, je n'ai jamais voulu être celui qui protégerait le dernier espoir de l'humanité. Mais me voilà, au milieu des ruines d'une petite ville, à la recherche de cet enfant spécial dont on parle tant, l'enfant immunisé contre le virus qui a presque exterminé la population mondiale. Nous avons parcouru des kilomètres à travers des villes fantômes, évitant les mutants, les bandes armées, et la mort elle-même, tout cela pour trouver cet enfant. Et aujourd'hui, nous l'avons trouvé. Il vivait seul, caché dans les décombres d'un immeuble en ruine. Il était maigre, ses yeux pleins de méfiance, prêt à fuir au moindre bruit. Mais nous avions une mission, et nous ne pouvions pas échouer. Il nous a fallu du temps pour gagner sa confiance. Il nous observait de loin, comme un animal sauvage, prêt à disparaître à la moindre alerte. Nous avons essayé de lui parler, de lui montrer que nous étions là pour l'aider, pour le protéger. Finalement, il a accepté de nous suivre, non pas parce qu'il nous faisait confiance, mais parce qu'il n'avait plus d'autre choix. Les ruines étaient dangereuses, et il savait qu'il ne tiendrait pas longtemps seul. Nous venions à peine de quitter la ville lorsque tout a basculé. Des pillards nous ont tendu une embuscade. Ils étaient armés, désespérés, et prêts à tout pour mettre la main sur nos ressources, ou pire, sur l'enfant. La fusillade a éclaté avant même que nous ne réalisions ce qui se passait. Les gardiens ont riposté, se plaçant instinctivement devant l'enfant pour le protéger. Je me souviens de la panique qui m'a envahi. Les balles sifflaient autour de nous, et tout ce que je pouvais penser, c'était que nous ne pouvions pas échouer ici, pas si près du but. L'enfant se cachait derrière un mur effondré, ses yeux grands ouverts de terreur. J'ai rampé jusqu'à lui, me couvrant des tirs, et je l'ai tiré plus loin, à l'abri derrière une carcasse de voiture. Les gardiens ont finalement réussi à repousser les pillards, mais pas sans perte. L'un des nôtres était blessé, une balle dans l'épaule. Nous ne pouvions pas nous permettre de nous arrêter, alors nous avons bandé la blessure tant bien que mal et continué notre route, laissant derrière nous les corps des pillards et les ruines de la ville qui avait été notre refuge, ne serait-ce que pour un court instant. Les faubourgs de la ville étaient un véritable champ de mines. Les bâtiments effondrés formaient des labyrinthes de béton et de métal tordu, et chaque pas pouvait être notre dernier. Les autres survivants, ceux qui étaient passés par ici avant nous, avaient laissé des pièges. Des fils tendus entre les débris, des planches cloutées cachées sous la poussière, tout pour empêcher quiconque de s'aventurer sur leur territoire. Nous avancions lentement, chaque membre du groupe scrutant le sol et les alentours, cherchant les signes de danger. L'enfant, quant à lui, marchait en silence, ses yeux rivés devant lui, comme s'il connaissait déjà tous les dangers. Il n'avait pas besoin de nos masques ni de nos combinaisons, il était immunisé. Voir ce petit être marcher librement dans des endroits où nous devions nous protéger pour survivre était à la fois fascinant et terrifiant. C'est là que nous l'avons rencontré. Un homme, sale, amaigri, mais vivant. Il portait une blouse déchirée, un ancien scientifique laissé pour mort dans les premiers jours de l'épidémie. Il nous a rejoints, apportant avec lui des informations cruciales sur l'itinéraire à suivre et les dangers que nous allions devoir affronter. Il connaissait des choses que nous ignorions, des chemins à éviter, des lieux à ne jamais traverser. La zone contaminée était un enfer sur Terre. L'air lui-même semblait chargé de mort. Nous devions porter des masques et des combinaisons de protection pour traverser, chaque respiration devenant un effort douloureux. L'enfant, lui, marchait devant, insouciant, comme si ce poison invisible n'était rien de plus qu'une brise légère. Le voir ainsi, avancer sans crainte, m'a rappelé pourquoi nous faisions tout cela. Pourquoi nous risquions nos vies à chaque instant. Cet enfant était notre seul espoir, notre unique chance de trouver un remède. Mais cela ne rendait pas la traversée moins difficile. Chaque pas était un rappel de notre fragilité, de la façon dont ce virus avait pris le contrôle de nos vies. Puis, nos radios ont cessé de fonctionner. Le silence s'est abattu sur nous, coupant le dernier lien qui nous reliait à notre base. Nous étions seuls, perdus au milieu de ce désert de ruines et de morts. Sans directive, nous avons dû prendre des décisions, avancer malgré tout, car rester sur place signifiait mourir. La nuit était tombée, et avec elle, les mutants sont venus. Ils étaient attirés par le bruit, par notre présence. Des silhouettes difformes, des vestiges de ce que l'humanité avait été, déformés par le virus. Ils étaient affamés, agressifs, et nous devions nous battre en silence pour ne pas attirer toute la horde sur nous. Je me souviens de la peur qui m'étreignait alors que je tenais mon arme, prêt à tirer si nécessaire. Les gardiens, eux, étaient habitués à ce genre de situation. Ils se sont glissés entre les ombres, éliminant les mutants un par un, silencieusement. L'enfant était caché derrière moi, ses yeux fixés sur les horreurs qui nous entouraient. J'ai ressenti un frisson en le voyant, si calme, si détaché. Comme s'il avait déjà vu bien pire. Nous avons survécu à cette nuit, mais à quel prix? Chaque fois que nous pensions avoir trouvé un endroit sûr, le danger nous rattrapait. Et chaque fois, nous perdions un peu plus de notre humanité, de notre espoir. Au matin, nous avons atteint une rivière. Le seul pont qui permettait de la traverser était effondré, ne laissant derrière lui qu'un amas de béton brisé et de poutres de métal tordues. Nous devions trouver un moyen de passer. Improviser un radeau était notre seule option, mais les rapides étaient traîtres, menaçant de nous emporter à tout moment.
Nous avons travaillé ensemble, construisant une embarcation de fortune avec les moyens du bord. Lorsque nous avons finalement pris la rivière, le courant nous a immédiatement pris, nous balançant de gauche à droite, menaçant de nous séparer. L'eau glacée s'engouffrait dans le radeau, et tout ce que je pouvais faire, c'était m'accrocher et prier pour que nous atteignions l'autre rive. L'enfant, assis au centre du radeau, semblait étrangement calme, comme s'il acceptait déjà le sort qui nous attendait. Mais nous avons tenu bon. Malgré la peur, malgré les éléments qui semblaient vouloir nous engloutir, nous avons réussi à atteindre l'autre rive, épuisés, mais vivants. La fatigue commençait à se faire sentir. Nous étions affamés, épuisés, et le moral était au plus bas. En chemin, l'un des gardiens a trouvé des baies et, sans réfléchir, les a mangées. Peu de temps après, il a commencé à vomir, ses jambes se dérobant sous lui. Les baies étaient empoisonnées. Nous n'avions pas de médecin, seulement quelques connaissances de base en premier secours. Nous avons fait ce que nous pouvions, mais il était évident qu'il ne pourrait pas continuer longtemps. Malgré tout, nous ne pouvions pas nous arrêter. Les pillards étaient toujours sur nos traces, et s'arrêter signifiait risquer de tous nous faire capturer. Nous avons continué à avancer, portant le gardien affaibli, espérant trouver un endroit sûr où nous pourrions le soigner. Chaque pas devenait plus difficile, chaque respiration plus lourde, mais nous n'avions pas le choix. Pour l'enfant, pour l'humanité, nous devions continuer. Nous étions à bout de force lorsque cela est arrivé. Un groupe armé nous a pris en embuscade, surgissant des ombres, leurs armes pointées sur nous. Ils voulaient l'enfant, ils voulaient notre espoir, et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. La confrontation a été tendue. Nous étions en infériorité numérique, épuisés, affamés, et eux semblaient déterminés à ne pas repartir les mains vides. Les gardiens ont tenté de négocier, mais la situation a rapidement dégénéré. Les tirs ont éclaté, résonnant dans l'air calme du soir. J'ai attrapé l'enfant, le plaquant au sol, tentant de le protéger de mon corps. Les minutes qui ont suivi ont été un chaos total. Les balles sifflaient autour de nous, les cris résonnaient, et tout ce que je pouvais faire, c'était espérer que nous survivrions. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, les tirs ont cessé. Le groupe rival avait été repoussé, mais nous avions subi des pertes. Un autre gardien était tombé, sacrifiant sa vie pour protéger l'enfant. Alors que nous reprenions notre route, une tempête électrique a commencé à se former à l'horizon. Les nuages noirs s'amoncelaient, et les éclairs illuminaient le ciel, frappant le sol avec une violence inouïe. Nous devions trouver un abri, et vite. Nous avons couru à travers la plaine, cherchant désespérément un endroit où nous mettre à l'abri. Les éclairs frappaient tout autour de nous, le tonnerre résonnant dans nos oreilles. Un des gardiens a été blessé par un débris projeté par un impact, mais nous n'avions pas le temps de nous arrêter. Finalement, nous avons trouvé une vieille bâtisse en ruine, suffisamment solide pour nous protéger de la tempête. Nous nous sommes entassés à l'intérieur, écoutant les éclairs frapper tout autour de nous, priant pour que les murs tiennent bon. L'enfant était blotti contre moi, tremblant légèrement. Pour la première fois depuis que nous l'avions trouvé, je l'ai vu montrer de la peur. Et cela m'a fait réaliser à quel point il était encore un enfant, malgré tout ce qu'il avait traversé. Le lendemain matin, alors que la tempête s'était apaisée, l'enfant a commencé à montrer des signes de faiblesse. Il était pâle, ses mouvements lents, et il avait du mal à tenir debout. Bien qu'il soit immunisé contre le virus, les conditions éprouvantes de notre voyage commençaient à avoir raison de lui. Nous avons décidé de nous arrêter, de chercher un endroit où nous pourrions trouver des médicaments. Un ancien hôpital se dressait non loin de là, ses fenêtres brisées, ses murs tagués et délabrés. C'était notre seule chance. Nous avons fouillé les salles abandonnées, cherchant tout ce qui pourrait aider. Des médicaments, des bandages, n'importe quoi. Chaque pièce que nous ouvrions semblait raconter une histoire de désespoir, des lits abandonnés en plein milieu de soins, des traces de lutte, des souvenirs d'une époque où l'humanité avait encore une chance de se battre contre le virus. Nous avons trouvé ce dont nous avions besoin, mais l'état de l'enfant nous inquiétait toujours. Sa fièvre ne baissait pas, et son regard devenait de plus en plus vitreux. Avec les médicaments en notre possession, nous avons repris la route, espérant trouver de quoi nous nourrir. Nous sommes tombés sur un supermarché abandonné, ses rayons vides, ses allées silencieuses. C'était notre meilleure chance de trouver des provisions, mais nous n'étions pas les seuls à le penser. Alors que nous cherchions de quoi manger, une embuscade nous a été tendue. Des survivants désespérés, armés de couteaux et de bâtons, ont surgi de l'ombre, leurs yeux remplis de la faim et du désespoir. Ils voulaient ce que nous avions, et ils étaient prêts à nous tuer pour cela. Les gardiens ont tenté de les repousser sans violence, mais la situation a rapidement dégénéré. Dans le chaos, j'ai attrapé l'enfant, l'entraînant hors du supermarché, laissant derrière nous les cris et le bruit des combats. Nous avons couru, ne nous arrêtant que lorsque nous étions sûrs d'être en sécurité. Après l'embuscade du supermarché, nous avons trouvé refuge dans un bâtiment abandonné, à l'écart des routes principales. Le gardien blessé, celui qui avait été empoisonné par les baies, était maintenant dans un état critique. Son visage était pâle, ses yeux vitreux, et chaque respiration semblait lui coûter un effort immense. Nous savions qu'il ne tiendrait pas longtemps. Ce soir-là, alors que le groupe était réuni autour du feu, il a pris la parole, sa voix faible mais déterminée.
Il nous a demandé de continuer sans lui. C'était sa décision, et même si cela nous brisait le cœur, nous savions qu'il avait raison. Nous ne pouvions pas nous permettre de ralentir. L'enfant avait besoin de nous, et chaque minute comptait. Nous l'avons laissé derrière, dans un coin abrité, avec assez d'eau et de nourriture pour quelques jours. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. L'abandonner nous a profondément affectés, chacun d'entre nous. Mais cela a aussi renforcé notre détermination. Nous ne pouvions pas échouer maintenant, pas après tout ce que nous avions sacrifié. L'enfant était notre seul espoir, et nous devions le protéger, quoi qu'il en coûte. Nous avons décidé de prendre un tunnel ferroviaire pour éviter de traverser une zone exposée. Le tunnel était sombre, humide, et chaque bruit semblait se répercuter à l'infini, créant une atmosphère oppressante. Nous avancions prudemment, éclairant notre chemin avec des lampes torches, lorsqu'une explosion a soudainement retenti. Le sol s'est dérobé sous nos pieds, et nous avons été projetés contre les parois du tunnel. Des débris sont tombés autour de nous, et la poussière a envahi l'air, rendant la respiration difficile. Nous étions tombés dans un piège, des explosifs posés par un groupe hostile. Le chaos s'est installé, et pendant un instant, j'ai cru que c'était la fin. Mais nous avons survécu. Les gardiens ont réagi rapidement, aidant ceux qui étaient blessés, nous tirant des décombres. Nous avons dû faire demi-tour, sortir du tunnel avant que d'autres explosifs ne soient déclenchés. Cette expérience nous a laissés épuisés et meurtris, mais nous n'avions pas d'autre choix que de continuer. Nous avons repris notre route, épuisés et à bout de force. C'est alors que nous les avons vus. Un groupe d'enfants, cachés derrière les décombres d'un bâtiment effondré. Ils étaient sales, maigres, mais vivants. Ils nous observaient, leurs yeux remplis de méfiance et de curiosité. Nous nous sommes approchés lentement, essayant de montrer que nous ne leur voulions aucun mal. Ces enfants avaient survécu seuls, sans adultes, dans ce monde devenu fou. Ils nous ont finalement laissés approcher, et nous avons partagé avec eux un peu de nourriture et d'eau. Ils nous ont raconté leur histoire, comment ils avaient perdu leurs parents, comment ils avaient appris à survivre par eux-mêmes. C'était une rencontre poignante, un rappel de tout ce que nous avions perdu, de tout ce que nous devions protéger. Nous avons passé la nuit avec eux, veillant sur leur campement improvisé. Au matin, ils ont décidé de rester là, refusant de nous suivre. C'était leur maison, leur territoire, et ils ne voulaient pas le quitter. Nous les avons laissés avec des provisions, en espérant qu'ils survivraient. Notre situation devenait de plus en plus critique. Les provisions étaient presque épuisées, et nous n'avions rien trouvé de comestible depuis des jours. La faim commençait à nous ronger, affaiblissant nos corps et nos esprits. Nous devions absolument trouver de quoi manger, et vite. Nous avons décidé de prendre un risque. Nous savions qu'une ancienne zone industrielle n'était pas loin, et que des rumeurs disaient qu'on y trouvait encore des réserves de nourriture. Mais la zone était également connue pour être infestée de chiens sauvages, des animaux devenus agressifs à force de survivre dans ce monde sans pitié. Nous avons atteint la zone en fin d'après-midi, et les aboiements se sont fait entendre presque immédiatement. Les chiens étaient là, nous observant de loin, leurs yeux brillants dans la pénombre. Nous avons avancé prudemment, cherchant des bâtiments où nous pourrions nous abriter et fouiller. Les gardiens étaient sur leur garde, prêts à repousser les chiens si nécessaire. Nous avons finalement trouvé un entrepôt avec quelques caisses de conserve. C'était une bénédiction, un miracle inespéré. Mais les chiens nous ont attaqués alors que nous sortions. Ils étaient rapides, féroces, et nous avons dû nous battre pour notre survie. Les gardiens ont réussi à les repousser, mais nous avons subi des blessures. Nous avons quitté la zone aussi vite que possible, emportant avec nous ce que nous avions trouvé. Nous avons poursuivi notre route, nos forces légèrement renouvelées grâce à la nourriture trouvée. Mais notre chemin nous a menés à un ancien pont de gare, partiellement détruit. Les rails étaient tordus, les planches manquantes, et le vide s'étendait sous nos pieds. C'était la seule façon de traverser la vallée, et nous n'avions pas d'autre choix que de tenter notre chance. Nous avons avancé lentement, un par un, chaque pas mesuré avec précaution. Le vent soufflait fort, menaçant de nous faire perdre l'équilibre. L'un des scientifiques a glissé, manquant de tomber dans le vide. Mon cœur s'est arrêté pendant un instant, mais un des gardiens l'a attrapé juste à temps, le ramenant sur le pont. Nous avons continué, chaque pas devenant un défi, jusqu'à ce que nous atteignions finalement l'autre côté. La traversée du pont a été une épreuve de plus, un rappel cruel de notre vulnérabilité. Mais nous avions réussi, encore une fois. Chaque obstacle franchi nous rapprochait un peu plus de notre destination, de l'endroit où l'enfant pourrait enfin être en sécurité. Après avoir traversé le pont de la gare, nous avons continué notre chemin à travers un paysage de désolation. Nous étions épuisés, chaque muscle de mon corps hurlait de fatigue, et le froid s'insinuait à travers nos vêtements déchirés. Lorsque nous avons trouvé une ancienne mine abandonnée, nous avons décidé de nous y abriter pour la nuit. L'entrée de la mine était sombre, un trou béant dans la montagne, mais c'était mieux que de rester à découvert. L'intérieur de la mine était froid et humide. Les parois étaient couvertes de mousse, et l'obscurité semblait nous engloutir. Nous avons allumé quelques lampes torches, leurs faisceaux vacillants projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Nous avons installé un campement sommaire, essayant de trouver un peu de réconfort dans cet endroit lugubre. Mais la tranquillité a été de courte durée. En plein milieu de la nuit, un éboulement s'est produit.
Le sol a tremblé, et un bruit assourdissant a résonné dans la mine. Des rochers sont tombés du plafond, bloquant partiellement l'entrée. Nous étions piégés. La panique s'est emparée de nous, mais les gardiens ont rapidement pris les choses en main. Ils ont commencé à dégager les débris, créant une ouverture suffisamment grande pour que nous puissions sortir. Nous avons dû quitter la mine plus tôt que prévu, mais nous étions en vie, et c'était tout ce qui comptait. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une tension croissante au sein du groupe. Le stress constant, la fatigue, la faim, tout cela commençait à peser sur nos nerfs. Les gardiens, habituellement si solides et unis, commençaient à se disputer pour des détails insignifiants. Le moindre désaccord devenait une source de conflit, et l'atmosphère était de plus en plus tendue. Je pouvais sentir que l'enfant ressentait cette tension. Il restait silencieux, observant chacun de nos mouvements, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Moi-même, je me sentais de plus en plus désorienté. Chaque jour semblait être une lutte sans fin, et je commençais à douter de notre capacité à mener cette mission à bien. Un soir, alors que nous étions regroupés autour d'un maigre feu de camp, une dispute a éclaté entre deux gardiens. Les voix se sont élevées, les insultes ont fusé. C'était la première fois que je voyais le groupe se désunir de cette façon. L'un des gardiens a même remis en question la mission, suggérant que nous devrions abandonner et chercher un endroit où nous cacher. Mais l'idée a été rapidement écartée. Nous savions tous que nous ne pouvions pas abandonner. L'enfant était notre seul espoir, et nous devions continuer, peu importe les sacrifices. Le lendemain, alors que nous reprenions notre route, un vrombissement lointain a attiré notre attention. Au début, nous n'étions pas sûrs de ce que c'était, mais le bruit est rapidement devenu plus distinct. Des drones. Quelqu'un nous traquait, utilisant des drones pour nous repérer. Nous avons dû nous disperser, chacun cherchant un endroit où se cacher pour échapper à leur surveillance. Je me suis retrouvé seul avec l'enfant, courant à travers un champ de débris, cherchant un abri. Nous avons trouvé refuge sous les restes d'un bâtiment effondré, respirant à peine, espérant que les drones ne nous repéreraient pas. Le bruit des rotors passait au-dessus de nous, chaque seconde qui s'écoulait semblait une éternité. Lorsque les drones se sont finalement éloignés, nous avons regroupé le reste de l'équipe. Mais cette attaque nous avait affaiblis. Nous savions maintenant que nos ennemis savaient où nous étions, qu'ils pouvaient nous traquer. Cela ajoutait une pression supplémentaire, un nouveau danger auquel nous devions faire face. Chaque pas en avant devenait encore plus risqué. Nous avions à peine eu le temps de nous remettre de l'attaque des drones qu'un nouvel événement est venu ébranler notre groupe. Un des membres, épuisé par les épreuves et en proie au désespoir, a tenté de livrer l'enfant à un groupe armé en échange de sa propre sécurité. Je n'aurais jamais pensé qu'un des nôtres puisse trahir ainsi notre mission. Nous l'avons découvert juste à temps. Un des gardiens l'a surpris en train de discuter avec un groupe d'hommes armés, négociant un échange. La colère et la déception ont envahi le groupe. Nous l'avons banni, le laissant seul face aux dangers du monde extérieur. C'était une décision difficile, mais nécessaire. Nous ne pouvions pas nous permettre de garder quelqu'un en qui nous n'avions plus confiance. L'enfant, quant à lui, semblait étrangement calme face à cette trahison. Peut-être qu'il avait déjà compris, mieux que nous tous, à quel point ce monde pouvait être cruel. Pour lui, la trahison faisait partie de la survie. Nous avons repris notre route, le cœur lourd, mais avec une détermination renouvelée. Nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes, et sur notre volonté de protéger cet enfant, coûte que coûte. Nous avons marché sans relâche, traversant des terres désolées et des forêts mortes. Lorsque nous avons aperçu un village à l'horizon, nous avons ressenti un léger espoir. Peut-être y trouverions-nous des ressources, un peu de nourriture, ou au moins un endroit pour nous reposer. Mais lorsque nous sommes arrivés, le village s'est révélé être un lieu de cauchemar. Les rues étaient désertes, les maisons éventrées, les fenêtres béantes. Le silence était oppressant, chaque bruit résonnait dans l'air comme un écho funèbre. Nous avons commencé à explorer, mais rapidement, nous avons compris que quelque chose n'allait pas. Les traces de lutte étaient visibles partout, des éclats de verre, des portes défoncées. Puis, nous avons vu les silhouettes. Des mutants, cachés dans l'ombre, guettant notre présence. Le premier a attaqué sans prévenir, surgissant d'une ruelle sombre. Les gardiens ont réagi immédiatement, leurs armes à la main. Mais les mutants étaient nombreux, trop nombreux. Nous avons dû battre en retraite, nous faufiler entre les maisons pour échapper à la horde qui se formait. Le village, qui avait semblé être un refuge potentiel, s'était transformé en piège mortel. Nous avons couru, l'enfant serré contre moi, jusqu'à ce que nous soyons enfin hors de portée. Épuisés par notre fuite du village fantôme, nous avons continué notre route, nos forces diminuant de jour en jour. C'est alors que nous avons aperçu une communauté barricadée, un groupe de survivants qui s'était retranché derrière des murs de fortune. Des gardes surveillaient les environs, des armes à la main. Nous pensions que nous pourrions peut-être trouver un peu d'aide, ou au moins un endroit pour nous reposer. Mais lorsque nous avons approché, ils nous ont refusé l'entrée. Ils craignaient que nous soyons porteurs du virus, que notre présence mette leur communauté en danger. Peu importe nos explications, notre supplication, ils sont restés fermés, leurs armes pointées sur nous, prêts à tirer si nous insistions. Le rejet a été un coup dur, un rappel cruel de la méfiance et de la peur qui régnait désormais entre les hommes. Nous avons dû repartir, le cœur lourd, sans aucune aide.
L'enfant ne disait rien, mais je pouvais voir dans ses yeux la tristesse et la résignation. Nous étions seuls, et nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes pour survivre. Nous étions sur le point de traverser un vieux pont de métal rouillé lorsqu'une bande armée nous a pris pour cible. Des tirs ont résonné, et des flammes ont commencé à se propager sur le pont. Ils voulaient nous empêcher de passer, nous coincer sur ce pont en feu. Le métal chauffait, le pont tremblait sous nos pieds, et nous n'avions que quelques secondes pour agir. Nous avons couru, le souffle court, les flammes léchant nos vêtements. Le pont menaçait de s'effondrer à tout instant, chaque pas semblait être notre dernier. Je tenais l'enfant par la main, le tirant avec moi, essayant de ne pas regarder en arrière. Nous avons atteint l'autre côté juste à temps, le pont s'effondrant dans un fracas assourdissant derrière nous. Notre répit a été de courte durée. À peine avions-nous réussi à échapper aux flammes du pont que des mercenaires nous ont retrouvés. Ils étaient déterminés, bien équipés, et ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. L'enfant. Nous avons couru à travers la forêt, mais ils étaient sur nos talons, et bientôt, ils nous ont rattrapés. Un des scientifiques, un homme que je connaissais depuis le début de cette mission, a pris une décision déchirante. Il s'est sacrifié pour nous donner une chance de fuir. Il s'est jeté sur les mercenaires, les ralentissant suffisamment pour que nous puissions nous échapper. Les derniers instants où je l'ai vu ont été un mélange de courage et de désespoir, et je savais que sa perte serait une cicatrice que nous porterions tous. Nous avons trouvé refuge dans l'épave d'un avion abandonné. L'intérieur était délabré, les sièges renversés, les vitres brisées, mais c'était un abri, un endroit où nous pouvions enfin reprendre notre souffle. Nous avons trouvé quelques provisions, des restes laissés par d'autres survivants, et cela nous a donné un peu de répit. Pendant la nuit, alors que nous étions assis dans la carlingue sombre de l'avion, j'ai trouvé des documents, des notes qui semblaient appartenir à une autre équipe envoyée pour sauver un enfant, peut-être un autre immunisé. Cela m'a rappelé que nous n'étions peut-être pas les seuls à essayer de sauver ce qu'il restait de l'humanité, que d'autres combattaient le même combat, quelque part là dehors. Nous avons repris notre chemin, longeant un vieux barrage pour atteindre notre destination. Le barrage était immense, une structure de béton qui s'étendait à perte de vue. Mais alors que nous avancions prudemment, un grondement sourd a retenti. Le barrage, fragilisé par les années, s'effondrait. L'eau s'est déversée dans la vallée en un torrent déchaîné, et nous avons dû courir pour sauver nos vies. Le courant était puissant, emportant tout sur son passage. J'ai attrapé l'enfant, essayant de le maintenir hors de l'eau, mais chaque pas était une lutte. Nous avons finalement atteint un terrain plus élevé, trempé et épuisé, mais vivant. C'était un miracle que nous ayons survécu. Après l'effondrement du barrage, nous avons découvert que nous étions suivis depuis plusieurs jours. Quelqu'un connaissait nos mouvements, savait exactement où nous allions. Cela a été une prise de conscience terrifiante. Nous avons changé d'itinéraire, essayant de brouiller nos traces, mais le sentiment d'être constamment observé ne nous quittait pas. Nous avons dû redoubler de vigilance, avancer plus prudemment. Chaque bruit, chaque mouvement dans l'ombre devenait une menace potentielle. Cela ajoutait une tension constante, un poids supplémentaire sur nos épaules déjà fatiguées. Mais nous ne pouvions pas nous arrêter, pas maintenant, pas après tout ce que nous avions traversé. Nous étions tombés dans une embuscade, pris au piège par un groupe d'ennemis qui nous avait enfin rattrapés. Ils étaient nombreux, et nous étions en infériorité numérique. Alors que tout semblait perdu, l'enfant a fait quelque chose d'incroyable. Il a utilisé une ruse, un stratagème qu'il avait sans doute appris en vivant seul dans les ruines, pour déjouer nos assaillants. Il a attiré leur attention, les faisant se disperser, et cela a donné aux gardiens une chance de contre-attaquer. Grâce à lui, nous avons réussi à nous échapper. Pour la première fois, l'enfant n'était plus seulement celui que nous devions protéger. Il était devenu un membre à part entière du groupe, quelqu'un sur qui nous pouvions compter. Notre route nous a menés jusqu'à un mur immense, érigé par une communauté isolée pour se protéger du monde extérieur. Le mur était gardé, et nous savions que la traversée serait dangereuse. Mais nous n'avions pas le choix. Nous devions passer de l'autre côté pour atteindre notre destination. La zone était minée, chaque pas devait être calculé avec soin. Les gardiens ont avancé en tête, cherchant les pièges, désamorçant les explosifs lorsqu'ils le pouvaient. C'était une progression lente, chaque instant pouvant être notre dernier. Mais nous avons fini par franchir le mur, épuisés, mais déterminés à poursuivre notre mission. Après avoir franchi le mur, nous nous sommes retrouvés dans les ruines d'une vieille usine. C'était un véritable labyrinthe, un dédale de couloirs sombres et de salles vides. Nous avancions prudemment, mais nous étions perdus, et chaque détour semblait nous ramener au point de départ. Les mutants étaient là aussi, cachés dans l'ombre, nous attendant. Ils connaissaient le terrain mieux que nous, et ils ont commencé à nous harceler, surgissant de nulle part pour attaquer, puis disparaissant avant que nous puissions riposter. Nous avons dû nous battre pour chaque mètre, avancer en dépit du danger, jusqu'à ce que nous trouvions enfin une sortie. Après des jours de marche à travers des ruines et des terres désolées, nous avons finalement trouvé un endroit qui semblait différent. Une oasis urbaine, un lieu encore vert et fertile, où la nature avait repris ses droits sans être corrompue par le virus. C'était comme un rêve, un mirage au milieu de l'enfer. Mais cet endroit était gardé. Des hommes et des femmes, armés, protégeaient leur territoire. Ils nous ont rapidement repérés et nous ont mis en joue.
Ils étaient prêts à nous tuer pour protéger leur havre. Nous avons essayé de leur expliquer notre mission, de leur montrer que nous ne voulions pas leur faire de mal. Mais ils étaient méfiants, et nous savions que nous devions partir avant que la situation ne dégénère. Alors que nous quittions l'oasis, un hélicoptère est apparu à l'horizon. C'était un groupe rival, déterminé à nous capturer. Le vrombissement des pales résonnait dans l'air, et nous savions que nous ne pourrions pas les distancer à pied. Nous avons couru à travers la forêt, cherchant désespérément un abri, un endroit où nous cacher. Nous avons trouvé une grotte, suffisamment profonde pour que l'hélicoptère ne puisse pas nous repérer. Nous nous sommes entassés à l'intérieur, le souffle court, écoutant le bruit des pales qui se rapprochaient, puis qui s'éloignaient finalement. C'était une nouvelle épreuve, un nouveau rappel de la détermination de nos ennemis à mettre la main sur l'enfant. Nous étions proches du but. Le laboratoire n'était plus qu'à quelques kilomètres, mais nos ennemis le savaient aussi. Ils ont lancé une attaque massive, rassemblant toutes leurs forces pour nous arrêter. C'était un combat sans merci, une bataille désespérée pour protéger l'enfant. Les balles sifflaient, les explosions retentissaient, et tout ce que nous pouvions faire, c'était nous battre. Les gardiens se sont battus avec une détermination féroce, sachant que c'était notre dernière chance. J'ai tenu l'enfant contre moi, essayant de le protéger, de l'éloigner des combats. C'était le chaos, un enfer de feu et de fumée, mais nous ne pouvions pas abandonner. Pendant l'affrontement, le chef des gardiens a été gravement blessé. Une balle l'avait atteint à l'abdomen, et il saignait abondamment. Il a compris qu'il ne survivrait pas, et il nous a demandé de continuer sans lui. C'était un sacrifice nécessaire, mais déchirant. Nous l'avons laissé derrière, le cœur lourd, sachant qu'il se battrait jusqu'à son dernier souffle pour nous permettre d'avancer. Le chemin vers le laboratoire passait par un ancien champ de mines, vestige d'une guerre passée. Les gardiens restants ont avancé prudemment, chaque pas étant potentiellement fatal. Nous avons progressé lentement, la peur nouant nos entrailles, mais nous n'avions pas d'autre choix. L'enfant marchait à mes côtés, ses petits pas suivant les nôtres avec une précision incroyable. Chaque mine désamorcée, chaque mètre gagné était une victoire. Finalement, nous avons atteint l'autre côté, épuisés, mais indemnes. Le laboratoire était en vue, et cela nous a donné la force de continuer. Nous avons enfin atteint le laboratoire, mais l'entrée était barricadée, gardée par des hommes en armes. Ils ne savaient pas qui nous étions, et ils n'étaient pas prêts à nous laisser entrer. Nous avons dû négocier, leur expliquer qui était l'enfant et pourquoi il était vital qu'il entre. Finalement, ils ont accepté. Les portes se sont ouvertes, et nous avons pénétré à l'intérieur. C'était un endroit froid, clinique, mais c'était aussi notre dernier espoir. Nous étions épuisés, à bout de force, mais l'enfant était en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. Une fois à l'intérieur, les scientifiques ont commencé à travailler sur un remède. L'enfant était placé sous surveillance, ses anticorps analysés, étudiés. Les jours ont passé, et l'espoir a commencé à renaître. Chaque résultat positif, chaque avancée, nous rapprochait un peu plus de la possibilité de sauver l'humanité. Je restais près de l'enfant, le regardant à travers la vitre de la salle stérile. Il était calme, patient, comme s'il comprenait l'importance de ce qui se passait. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que tout cela n'avait pas été en vain, peut-être que nous avions enfin une chance de vaincre ce virus. Après des jours de travail intensif, les scientifiques ont finalement réussi. Ils ont extrait les anticorps de l'enfant, créé un prototype de remède. C'était encore le début, mais c'était une avancée majeure. L'annonce a été faite à tout le laboratoire, et une vague d'espoir a déferlé parmi nous. Nous étions épuisés, meurtris, mais pour la première fois, nous pouvions envisager un avenir. L'enfant était devenu le symbole de cet espoir, la preuve que l'humanité pouvait survivre, même après tout ce qu'elle avait traversé. Nous savions que la route serait encore longue, mais nous étions prêts à nous battre, à reconstruire ce qui avait été détruit. Les semaines qui ont suivi ont été dédiées à la reconstruction. Le laboratoire est devenu un centre de recherche, un lieu où les scientifiques travaillaient jour et nuit pour produire le remède en quantité suffisante. Les survivants ont commencé à affluer, cherchant refuge, cherchant l'espoir que nous avions enfin trouvé. L'enfant, lui, était devenu une légende. Tout le monde connaissait son histoire, savait ce qu'il avait traversé. Il était le symbole de notre résilience, de notre capacité à surmonter l'adversité. Et moi, je me tenais à ses côtés, le regardant avec fierté. Nous avions accompli l'impossible, et maintenant, il était temps de reconstruire. Le remède a finalement été distribué, et peu à peu, les signes de la maladie ont commencé à disparaître. L'humanité avait une seconde chance, et nous n'allions pas la gaspiller. Les communautés ont commencé à se reformer, les familles à se réunir. La peur qui avait régné si longtemps commençait à s'estomper, remplacée par l'espoir et la détermination. L'enfant, quant à lui, est resté au laboratoire, entouré de ceux qui l'avaient protégé, de ceux qui croyaient en lui. Il était notre avenir, notre espoir, et nous savions qu'ensemble, nous pouvions reconstruire un monde meilleur. Chaque lever de soleil, chaque sourire retrouvé était une victoire, une preuve que, malgré tout, l'humanité pouvait renaître de ses cendres. Et moi, je savais que, même si le chemin avait été long et douloureux, cela en valait la peine. Pour l'enfant, pour l'avenir, pour l'espoir retrouvé.